J'ai vu à Birkenau une fosse commune où il n'y avait pas assez de place dans les fours crématoires et où on avait enfoui ces pauvres hommes, ces pauvres femmes, ces enfants dans des fosses communes avec de la chaux. Ces morts ne sont pas les vôtres, laissez-les tranquilles. Et je me souviens quand, avec le pied, on remuait un peu la terre, on trouvait plus d'os humains que de terre. Et M. Le Pen considère que c'est un détail. Eh bien, moi, je dis que tenir de tels propos, c'est non seulement justifier le nazisme, mais l'excuser et préparer les conditions de sa renaissance. Bonsoir. Un face-à-face, André Lajoigny, Jean-Marie Le Pen, c'est une première, d'abord parce que c'est la première émission de la 5e chaîne, émission politique. Deuxièmement, parce que c'est là le premier duel entre deux candidats déclarés aux élections présidentielles de 1988. Et puis, troisième raison, eh bien, c'est la première fois que le Parti communiste accepte et souhaite une confrontation publique avec le Front National. Alors, à ma droite, c'est-à-dire à votre gauche, André Lajoigny, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale et membre du bureau politique du PCF. 57 ans, poids en voix tel que vérifié aux élections législatives, près de 10% des suffrages exprimés. À ma gauche, c'est-à-dire à votre droite, sur votre écran, Jean-Marie Le Pen, patron du Front National et président de son groupe à l'Assemblée, 59 ans, poids en voix tel que vérifié à la même date, effectivement aussi près de 10%. Alors, derrière chacun d'entre vous, messieurs, se trouvent vos supporters et vos amis respectifs. Derrière vous, M. André Lajoigny, j'aperçois M. Georges Marchais, qui est venu vous soutenir, ainsi que plusieurs membres du bureau politique du Parti communiste français. Derrière vous, M. Jean-Marie Le Pen, j'aperçois M. Jean-Pierre Stirbois, ainsi que vos trois filles, qui sont venues vous apporter leur soutien. Ce débat va durer 1h30, 90 minutes. Il sera interrompu à 3 reprises par des pauses de publicité qui vous permettront de respirer quelques instants. Pour ma part, je m'efforcerai de faire en sorte que l'équité de temps soit respectée et que ce débat réponde aux questions concrètes que se posent ceux qui nous regardent ce soir. Quelles questions, quelle vision avez-vous de l'avenir de l'Europe et de sa défense? Quelles sont vos propositions en matière économique et sociale? Si d'aventure vous veniez aux affaires, avec qui gouverneriez-vous? Mais surtout et avant tout, quelles sont vos philosophies respectives de la société française, identité nationale, immigration, sécurité? Alors, on sait ce que vous pensez l'un de l'autre, vous l'avez dit tout au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Pour vous, Jean-Marie Le Pen, André Lajoigny incarne une idéologie communiste responsable de millions de morts. À vos yeux, André Lajoigny, Jean-Marie Le Pen est un vrai ferment de racisme. Eh bien, ce soir, pour ouvrir ce débat, ce que je vous demanderai plutôt, c'est de vous présenter d'abord vous-même, de dire ce que vous pensez être et incarner dans ce pays. Et puisque le sort vous a désigné, Monsieur Lajoigny, pour ouvrir ce débat, eh bien, c'est d'abord à vous que je pose cette première question. Eh bien, je suis, comme tout le monde le sait, un militant communiste depuis l'âge de 18 ans. J'ai épousé, disons, cet idéal et je ne le regrette pas. Le Parti communiste lutte pour une société meilleure, pour l'indépendance nationale, pour la libération du genre humain. Mais ce soir, j'ai la conviction, qui m'a été d'ailleurs confirmée par beaucoup de lettres, que je suis le porte-parole du Parti communiste, mais plus largement, le porte-parole de ce que la France compte de gens généreux, de gens de progrès, d'antifascistes. J'avais décidé d'affronter Le Pen au début de l'été, car je le considérais comme un homme dangereux, dont la propagande, l'action est incitatrice au racisme, à l'antisémitisme. D'ailleurs, il a été condamné par les tribunaux. Pour cela, Cour d'Amiens, s'il vous plaît, Cour d'Amiens, qui est le jugement suprême. Et j'avais donc cette intention, je croyais, je me faisais un devoir. Mais les récentes déclarations que vient de faire ce personnage qui est en face de moi ne font que me renforcer dans cette détermination. Monsieur Le Pen, tout le monde sait, a dit qu'on pouvait douter de l'existence de chambres à gaz et que le génocide nazi
était un détail. Un détail. Un détail. J'ai là une des innombrables photos que m'a envoyée la Fédération des déportés. Elle est jaunie. Elle représente des cadavres de déportés jetés dans une fosse commune. J'y suis pour rien, mais Staline y est pour quelque chose. Jetés dans une fosse commune. Aussi avec Hitler, tous les deux. Après leur avoir enlevé leurs vêtements. J'ai vu moi-même au camp d'Auschwitz, Birkenau, ce camp, ces restes de chambres à gaz. J'ai vu ces vêtements d'enfants, les cheveux qu'on leur avait coupés avant de le faire passer dans la chambre à gaz et les jeter dans le four crématoire. J'ai vu à Birkenau une fosse commune où il n'y avait pas assez de place dans les fours crématoires et où on avait enfoui ces pauvres hommes, ces pauvres femmes, ces enfants dans des fosses communes avec de la chaux. Ces morts ne sont pas les vôtres, laissez-les tranquilles. Et je me souviens quand, avec le pied, on remuait un peu la terre, on trouvait plus d'os humains que de terre. Et M. Le Pen considère que c'est un détail. Eh bien, moi, je dis que tenir de tels propos, c'est non seulement justifier le nazisme, mais l'excuser et préparer les conditions de sa renaissance. Et je dois ajouter, c'est important, que je n'ai pas été surpris de ces déclarations de Le Pen. Je n'ai pas été surpris. Car, notamment en préparant l'émission, j'ai examiné l'action de l'extrême droite fascisante. Et j'ai constaté qu'un éditeur de disques un peu particulier qui s'appelle Le Pen édite des disques nazis. Voilà un coffret. Voilà un coffret qui est édité par la maison Le Pen. Il s'en est d'ailleurs vanté et réclamé. C'est l'apologie des Waffen-SS. Le premier de ces disques, vous savez, je manie ça avec une certaine répulsion, mais il faut le faire pour éclairer les Françaises et les Français. Ce sont les chants de la Waffen-SS. Ces chants qui ont accompagné les Waffen-SS dans leurs massacres à Oradour, à Tulle, et dans les massacres dans les camps d'extermination nazis. Et à l'intérieur, je lis un véritable éloge des Waffen-SS. La grande majorité des Waffen-SS ne connut l'aventure hitlérienne qu'un combat mené avec une impitoyable bravoure. Les Waffen-SS ont conquis, souvent au prix de lourdes pertes, l'estime et l'admiration. La caméra montre, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit par Le Pen. Et il a été condamné pour ces disques. Non. Il a été condamné, mais il continue à les éditer. Car aujourd'hui encore, à son journal, voilà une lettre où vous vous rendez responsable de ces disques, n'est-ce pas? Et voilà encore qu'aujourd'hui, je me suis procuré, je fais acheter, je plaindrai toute ma vie d'ailleurs l'argent que je versais pour cela, mais enfin il fallait le faire. Voilà encore les chants de l'armée allemande, dont le fameux Eli Ello, qui a accompagné les destructions de l'armée allemande au travers l'Europe et au travers la France. Eh bien, vous me direz, c'est suffisant? La cause est entendue? Non, il y a encore d'autres choses. Les relations internationales de Le Pen. Le Pen est photographié ici avec le dénommé Giorgio Almirante. Il est député européen dans le groupe de Le Pen. Qui est Giorgio Almirante? Giorgio Almirante était secrétaire du ministre de Mussolini. Il a envoyé un décret, ceux qui savent lire l'italien peuvent le reconnaître, le lire ici, un décret qui enjoignait aux troupes de Mussolini de tirer dans le dos, c'est ainsi marqué, de tirer dans le dos sur tous les patriotes, c'est-à-dire socialistes, communistes, démocrates chrétiens d'Italie, qui se levèrent à ce moment-là contre la dictature de Mussolini, allié d'Hitler. Et c'est cet homme-là qui est là au milieu. L'Assemblée européenne dont il est le président. Alors, et je pourrais continuer. Je pourrais continuer. signaler le cas de M. Gaucher, qui est député du groupe de Le Pen, qui, avant la libération, était un responsable du parti de DA et qui appelait les jeunes Français à s'enrôler sous l'uniforme allemand pour aller combattre les soviétiques. Alors vous voyez, ça ne m'a pas surpris ce qu'il a dit, et finalement, j'ai bien raison de le combattre, c'est un homme extrêmement dangereux. Alors, M. Le Pen, d'abord, je vous pose la même question, si vous pouvez vous présenter et sans doute répondre à M. Lajoigny. J'ai eu une crainte tout à l'heure. Quand j'ai vu Lajoigny partir, je me suis demandé s'il n'avait pas un petit peu peur de ce débat, bien qu'il ait fait le tartarin sur toutes les estrades. Ça doit être moins facile maintenant.
Et puis, je me suis demandé s'il n'était pas allé prendre directement les ordres de Gorbatchev au téléphone. Maintenant, avec des téléphones modernes, peut-être les dernières consignes, on sait très bien que M. Lajoigny n'est pas grand-chose par lui-même. C'est lamentable. C'est un apparatchik. C'est un représentant traditionnel de la nomenclatura montée à la force du poignet, à force d'obéissance et en courbant l'échine. Parce que M. Lajoigny est depuis 40 ans au Parti communiste. Et il a eu des occasions de le quitter. Il a eu les occasions de rompre avec ce parti et avec ce mouvement communiste international totalitaire qui patauge dans le sang depuis 70 ans qu'il existe, qui est la représentation de l'idéologie la plus criminelle, la plus sanglante de l'histoire du monde, qui compte en URSS des dizaines de millions de morts, en Chine des dizaines de millions de morts, au Cambodge, au Nicaragua, qui tient sous sa botte la moitié de l'Europe, qui a été la complice d'Hitler pendant la guerre avec Staline et qui est responsable. Le Pen n'a aucune responsabilité dans les camps de la mort. Mais les communistes en ont de très lourdes qui, entre 1939 et 1941, ont collaboré avec l'Allemagne nazie, qui se sont partagés la Pologne et qui ont livré les Juifs à Hitler. Voilà la réalité. Alors vous montrez quelques disques, des disques que j'ai faits pour gagner ma vie, parce que je vais vous dire, vous vous êtes présenté comme un militant communiste. Moi, je me présente comme un homme libre. Je suis un homme libre. Je n'obéis à personne qu'à ma conscience. Et toute ma vie, ça a été comme ça. Vous prétendez me démasquer, monsieur Lajoigny, mais j'ai marché toute ma vie sans masque. Je suis un enfant du peuple. Je suis où il n'y avait ni l'eau, ni l'électricité. Contrairement à vous, j'ai eu moins de chance que vous. J'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans, mort pour la France. Et c'est ma mère, une couturière, qui m'a élevé. J'ai fait des études, mais je les ai fait en travaillant. En étant boursier, une bourse maigre, mais j'ai travaillé. J'ai fait des métiers très pénibles, ça m'a donné des belles épaules et puis un certain caractère aussi. Celui de ne jamais plier ni devant la menace, ni devant l'intimidation. Je vois, c'est très représentatif de ce que vous représentez aujourd'hui. Georges Marchais et 2 ou 3 amis, Roland Leroy et puis le grand vide. Moi, quand je me suis battu contre les communistes, sous les ordres du gouvernement français, généralement, vos amis n'étaient pas en face de moi, ils étaient derrière mon dos. Ils tiraient dans le dos de l'armée française. Ils tiraient dans le dos de mes camarades et dans le mien. Voilà la réalité, mais nous en reparlerons tout à l'heure, si vous voulez bien. Moi, j'aurais voulu vous montrer quelques disques amusants, parce que vous en avez montré. Oui, c'est vrai, je suis un grand, peut-être le seul éditeur de disques sonores du monde. Et c'est chez moi que viennent les gens qui font des travaux sonores, le cinéma, la télévision, la radio. Et on est bien content de trouver ça. Tiens, vous avez oublié celui-là. Voyez, hein, les chansons et musiques du Front Populaire que j'ai enregistrées avec la chorale de la CGT, qui ne s'est pas trouvé, vous voyez, dégoûté d'enregistrer chez Le Pen. Et puis, je comptais vous l'offrir, mais c'est le dernier qui me reste. C'est le Lénine et les commissaires du peuple. Il est en russe, mais vous devez connaître la langue, car vous avez suivi l'université soviétique pendant 1 an ou 2, je crois. Vous êtes vraiment un enfant de la maison. Je pourrais vous en montrer beaucoup d'autres, parce que j'en ai édité environ 150, 30 cm, qui m'ont valu d'avoir plusieurs fois le Grand Prix du disque. Alors, vous allez faire toute la soirée le procès de Moscou de Le Pen. Vous êtes habitués à ces méthodes. Je serai la vipère lubrique, le raciste, le fasciste assassin. C'est la méthode que vous utilisez. Moi, je citerai au tribunal de l'histoire le Parti communiste international, Moscou et son armée menaçante pour la paix, ses fusées nucléaires, ses 40 000 chars d'assaut, ses SS-20 pointés sur l'Europe, c'est-à-dire sur nous, à l'heure où je parle. Et puis, on parlera un petit peu aussi du Parti communiste français, de son attitude pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Indochine, et puis on parlera aussi du bilan du Parti communiste, du bilan de 81 à 84, et on dira quels ont été les effets de la politique communo-socialiste sur la situation des travailleurs français, que vous escroquez, vous et le Parti communiste, depuis 70 ans. Et dont vous êtes aujourd'hui le représentant monté au filet à la place de Georges Marchais, qui a trouvé cette fois-ci que c'était bien difficile. Et que pour ramasser les 4 ou 5% que vous ferez, il suffisait bien d'avoir un Lajoigny. Alors si vous voulez, pour
tourner ce chapitre et être un peu précis. Est-ce que je peux me permettre de vous poser à l'un et à l'autre une question? Je veux répondre. Si je peux simplement préciser, si vous voulez, d'un côté, les chambres à gaz et l'extermination massive. Non, pas moi, c'est pas moi, les chambres à gaz et l'extermination. Vous les justifiez. Ce sont les alliés de Staline et d'Hitler. C'est différent. Vous les justifiez honteusement. De manière honteuse. Si vous permettez, de deux côtés, une réalité, les chambres à gaz et l'extermination massive des déportés, de l'autre, les camps, les asiles psychiatriques et le goulag. Non, mais attention, je vous demande simplement... je ne suis pas l'avocat des camps nazis, ni de... Non, pas du tout. Je vous demande... Lui doit être l'avocat des camps soviétiques parce qu'il appartient au parti soviétique. Moi, je n'appartiens pas au parti nazi. Oui, vous parlez... Je dirais même qu'à l'âge où j'étais, au moment de la guerre, j'ai fait ce qu'il fallait pour prendre le risque d'aller en camp de concentration, pas monsieur Lajoigny. Vous parlez comme l'officier nazi qui, en achevant Guy Môquet, disait « communiste, pas français ». Je vous mets avec vos semblables. Non, vous avez été je veux, si vous voulez, répondre. Alors, monsieur Lajoigny. Oui, je veux répondre. D'abord, monsieur Le Pen prétend qu'il fallait gagner sa vie. Mais tout le monde sait que c'est un milliardaire. Il a hérité de l'empire des ciments Lambert. Par conséquent, il dit qu'il voulait gagner sa vie. Mais moi, je vous dis, Le Pen, je vous dis, on pourrait me couvrir d'or de toute la terre. On ne me ferait pas éditer ce disque-là. Vous avez baisé les pieds de Staline. Toute la terre, tout l'or de la terre ne me ferait pas éditer ce disque-là. Devant l'assassin de dizaines de millions d'hommes. Et les fausses symétries que vous avez montrées visent simplement... Ce sont des documents sonores qui n'ont aucun caractère. Laissez-moi parler, si vous voulez. J'ai votre catalogue, c'est le pâté d'alouette, l'alouette et le cheval. C'est-à-dire que l'essentiel du catalogue, ce sont des disques de ce type-là. Vous êtes un propagateur des idées nazies. Voilà, la cause, je crois, est entendue. Alors, si vous voulez... Attendez, maintenant, sur ce sujet, je puis répondre. Alors, voilà une histoire d'Israël en 3 disques. Voilà un disque sur Léon Blum. Voilà un disque sur la libération de Paris. Voilà un disque sur Charles de Gaulle. Un disque sur François Mitterrand. Un autre sur Valéry Giscard d'Estaing. Un autre sur Pompidou. Un autre sur le maréchal de Lavre. Un autre sur le clerc de Haute-Cloque. Un autre sur Alphonse Juin. Voyez, s'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Ne bidonnez pas les téléspectateurs. Vous êtes un complice des nazis. Vous êtes un apologiste du nazisme, vous l'avez montré. Mais toute la France le sait. Vous ne l'avez jamais démontré. Toute la France le sait. Vous avez toujours été condamné, vous l'avez dit. S'il vous plaît, je vais encore ajouter un mot. Vous ajoutez un mot et nous faisons une pause de publicité. Le Pen a fait une piètre diversion en parlant des crimes et fautes commis sous ce qu'on appelait le stalinisme. Oh, pas seulement. Je dois vous dire que le Parti communiste français a pris une position extrêmement nette sur cette question. Nous avons condamné sans appel les crimes et les fautes de Staline et ceux qui ont pu lui avoir léché les bottes pendant des années. Et aujourd'hui, nous avons dit publiquement que nous souhaitions des progrès dans la démocratie, dans les pays socialistes. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits et nous appuyons les réformes menées, notamment sous l'initiative de Mikhaïl Gorbatchev, qui, sur un autre plan, est celui qui vient de proposer aux États-Unis et au monde un processus de désarmement qui, évidemment, qui n'est pas approuvé par Le Pen. Lui, il est pour une armée européenne autour de l'armée allemande. Lui, il voit encore l'Allemagne avec les casques de Hitler. Mais il faut savoir que l'Allemagne change. Les jeunes Allemands ne veulent plus se battre. Ils ne sont plus des jeunes SS. Je vous arrête. Eh bien, oui, ce qui déplaît à Le Pen, c'est que l'Union soviétique change, que l'Union soviétique, la démocratie avance, que l'Union soviétique est un pays de paix. Il souhaiterait évidemment un pays repoussoir parce qu'il voudrait la domination sans partage du capitalisme sur toute la terre, dont les crimes au cours de l'humanité se chiffrent par centaines et des centaines de millions, comme aujourd'hui encore, où tous les ans, 50 millions d'hommes et de femmes et d'enfants meurent de faim à cause de l'exploitation des sociétés. En Éthiopie, attendez, s'il vous plaît. Où Mengistu a tué 2 millions de personnes. Le communiste Mengistu a tué 2 millions de personnes. Monsieur Le Pen, il faut que nous nous arrêtions un instant. Vous allez reprendre la parole après la pause de publicité que nous allons avoir, puisque vous avez du temps d'avance, et nous reviendrons sur ce problème, notamment des fusées nucléaires et des accords soviétiques et américains. Alors, une pause de publicité. Bien, nous en étions au rapport Est-Ouest, nous y étions arrivés. Américains et soviétiques sont tout proches d'un accord sur le retrait de leurs missiles de portée intermédiaire. Alors à l'un et à l'autre, je demande si vous applaudissez, si vous êtes prudent, ou bien si vous désapprouvez. Et Monsieur Le Pen, je vous donne la parole puisque vous avez 3 minutes de retard. Personnellement, non seulement je suis extrêmement prudent sur les propositions Gorbatchev,
Je crois même qu'il s'agit d'une gigantesque opération d'enveloppement de l'Europe. Un enveloppement présenté sous le sourire et avec des mots d'ordre comme Glasnost, n'est-ce pas, la transparence, mais qui cache, une transparence qui cache la réalité du fait que depuis 30 ans, l'Union soviétique n'a cessé de se doter de moyens militaires agressifs de plus en plus puissants. L'Union soviétique consacre 17% de son produit intérieur à son armée, alors que les États-Unis y consacrent 6,8 et la France 3,8. C'est dire que c'est une disproportion fantastique et qu'on peut bien se demander ce que l'Union soviétique veut faire avec ses armements. Or, M. Gorbatchev propose, pour des raisons qui ont reçu un accueil favorable en période électorale aux États-Unis, de diminuer l'armement soviétique moyen en Europe. Et c'est en fait la substitution de fusées anciennes à des fusées plus modernes et plus puissantes. Et surtout, admettons même qu'on supprimât tout l'armement nucléaire. L'Europe resterait dans une situation de défaveur exceptionnelle face aux forces soviétiques, lesquelles comptent 40 000 chars d'assaut sur le seul théâtre européen. La marine de surface probablement la plus puissante du monde. La marine sous-marine la plus puissante du monde, sans parler de forces classiques, de moyens, de gaz, de moyens chimiques, voire biologiques. Et elle occupe la moitié de l'Europe. Voici ici, si vous pouvez le cadrer, le stationnement des régiments blindés soviétiques en Allemagne de l'Est et dans les pays environnants. Cette densité est équivalente à ce que serait une division blindée complète par département français. Et c'est cela que M. Lajoigny veut nous présenter comme une politique de paix. Je comprends mieux maintenant la manœuvre Le Pen-nazie. Parce que pour pouvoir réaliser l'enveloppement de l'Europe, il faut reconstituer une espèce d'ambiance moins défavorable vis-à-vis de l'URSS. L'ambiance qui présidait au partage de l'Europe en 1945, quand tout le monde était allié contre l'Allemagne. Et comme il n'existe plus d'Hitler, il faut essayer d'en créer un. Et le cinéma soviétique, on le sait, sait faire ce genre de choses-là, avec tous ses alliés et avec tous les bourgeois imbéciles qui l'accompagnent dans son opération de prise de l'ensemble du monde, de l'hégémonie soviétique, de l'hégémonie communiste, qui reste le but final de votre action, aussi bien au niveau de Gorbatchev qu'au vôtre, monsieur Lajoigny. Vous êtes le petit soldat, le caporal de cette opération-là. Sachez bien que ni les Français ni les Européens ne se laisseront prendre à votre piège. Vous avez toujours été contre la France. La devise du Parti communiste a été faire battre l'armée française partout où elle se bat. Vous essaierez même de la battre avant même qu'elle se mobilise. Alors, monsieur Lajoigny. Bien, je trouve, c'est du délire, n'est-ce pas, non, oui. De présenter, par exemple, Ronald Reagan comme un complice des communistes. Ah, c'est devenu un ami. Complice de l'Union soviétique, Ronald Reagan, non, vous délirez. L'accord qui est en vue, qui a été conclu, qui sera signé, est un accord sans précédent dans l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire où on va détruire des armes d'une manière équilibrée. Et quelles armes? Puisqu'il s'agit des missiles nucléaires porteurs de bombes atomiques de 500 à 5000 km. Et de plus, c'est des armements équilibrés. Je dis équilibrés, bien que les Soviétiques aient détruit plus de fusées d'ogives nucléaires que les Américains. Mais c'est l'accord. Ils n'ont encore rien détruit pour l'instant. C'est l'accord, vont détruire plus de fusées d'ogives nucléaires que les Américains. Mais c'est l'accord. Et l'accord comporte une deuxième disposition. C'est d'engager des discussions à partir du 1er janvier pour réduire de 50% les fusées stratégiques, c'est-à-dire les fusées de plus de 5000 km, c'est-à-dire les fusées les plus importantes. Et de plus, les négociations vont se poursuivre, d'après la déclaration, pour une réduction des forces conventionnelles, c'est-à-dire des chars, des bateaux, des sous-marins, etc. Une suppression à aller vers la suppression des essais nucléaires, suppression des armes chimiques, et même envisager, c'est dans la déclaration, signée par Ronald Reagan et les Soviétiques, c'est aller vers la perspective
d'aller vers la suppression de toutes les armes nucléaires. C'est-à-dire d'aller vers une perspective où l'apocalypse nucléaire, qui est au-dessus de nos têtes, au-dessus du monde, disparaîtrait. Et où le danger de guerre disparaîtrait, puisqu'il y aurait réduction des autres armements. Et deuxièmement, aller vers un monde où ces milliards de milliards, aujourd'hui utilisés pour la fabrication des armes, pourraient être utilisés pour les œuvres de vie en France ou dans les autres pays, et pour de nouvelles coopérations avec des pays comme la France, pays développés, avec les pays du tiers-monde, où sévit une famine qui fait, je l'ai dit, 50 millions de morts par an, et où pourraient se créer de nouveaux rapports, nouvel ordre économique, nouvelles coopérations favorables à notre industrie, à notre emploi, et favorables à ces pays-là. Une coopération qui pourrait, suivant d'ailleurs les propos de Mikhaïl Gorbatchev, aller bien plus loin, aller vers la coopération pour lutter contre la sécheresse, pour lutter contre les pollutions, pour aller vers la conquête spatiale pacifique. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut dans l'espace faire des usines qui peuvent faire ce qui ne peut pas être fait sur la planète. Eh bien, c'est cette perspective-là que Le Pen, qui est un jusqu'au-boutiste, qui propose en France, qui a voté la loi de programmation militaire, qui augmente les crédits de 40%. Vote toujours les crédits militaires, vous jamais. Et qui propose de porter les crédits militaires à 5% du produit intérieur brut, c'est-à-dire d'augmenter de plusieurs dizaines de milliards de francs. Lui propose de réduire les dépenses de santé, d'éducation et autres, c'est marqué dans son programme, et augmenter les crédits militaires. Alors, je laisse Le Pen au passé, un passé criminel, où les guerres ont fait des millions de morts, dans les guerres dites régulières, mais des millions, 6 millions de morts dans le génocide nazi, où on a tué, on a envoyé des enfants au faux crématoire, comme les malheureux enfants d'Isieux, que la France a découvert avec le procès Barbie, que vous avez soutenu. L'avocat de Barbie est un avocat communiste. Non, pas du tout. C'est pas un avocat du Front National. Pas du tout. C'est bien connu. Bon. Pas du tout, vous délirez encore une fois. Non, monsieur Vergès, c'est de la paranoïa. Maître Vergès est un communiste, un communiste de vieille date, je l'ai connu au quartier latin, il est resté fidèle à ses idées. Alors, quelle conclusion vous tirez l'un et l'autre pour la force nucléaire française? Ah ben voilà. Attendez, on va peut-être donner la parole à M. Le Pen. Moi, je pense que M. Lajoigny, qui a été se faire adouber, n'est-ce pas, pour sa candidature à Moscou, prendre les ordres de M. Gorbatchev, qu'il a rencontré pendant 4 heures, je pense qu'il aurait pu lui suggérer, dans le cadre de sa politique de paix, n'est-ce pas, d'évacuer, par exemple, les pays d'Europe de l'Est qu'occupe l'armée soviétique et la police soviétique. Il aurait pu demander le démantèlement du mur de Berlin et le démantèlement du rideau de fer. Il aurait même pu lui demander l'application des accords de Yalta, qui prévoyait la consultation démocratique des peuples d'Europe de l'Est. Mais il ne lui a rien demandé de tout ça. Ce qu'il nous demande, c'est de croire les yeux fermés au désarmement soviétique, alors qu'il ne s'agit probablement que d'une opération de propagande. C'est la raison pour laquelle il faut rester extrêmement vigilant, et compte tenu du fait que les Américains peuvent être amenés à se désengager en Europe, créer les conditions qui, en Europe, nous mettraient en situation de résister à une offensive non nucléaire des Soviétiques, qui est une offensive blindée ou aérienne qu'ils sont en mesure de faire actuellement d'une façon victorieuse, il faut le dire. Si nous n'avions pas nous-mêmes des moyens nucléaires, dont nous ferions bien de ne nous départir que quand l'Union soviétique aurait totalement désarmé, puisqu'elle est le camp de la paix. C'est à elle de donner l'exemple, n'est-ce pas, monsieur Lajoigny? Quand ils auront fait cela, à ce moment-là, nous verrons. Mais jusque-là, je demande à tous nos compatriotes, s'ils veulent garder leur liberté, de rester vigilants, parce qu'ils n'ont pas seulement des ennemis de l'autre côté du rideau de fer, ils ont aussi les communistes européens et les communistes français, qui chaque fois se sont rangés aux côtés de Moscou, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Car les communistes n'ont commencé à résister à l'Allemagne qu'en 1941. Quand leur véritable patrie a été attaquée par son allié Hitler. Car entre 1939, la désertion, la dissolution du Parti communiste, la mise en prison des députés communistes par un gouvernement issu de la Chambre de Front Populaire, vous ne vous souvenez pas de tout ça? Le Denis Ginolin demandant aux autorités allemandes la reparution de l'humanité, j'en passe, et des meilleurs. Par conséquent, nous savons que vous êtes, et vous l'avez répété par la bouche de Thorez, par la bouche de Marchais, par la bouche de beaucoup d'autres, que vous serez toujours aux côtés de l'Union soviétique. Vous n'avez pas le gabarit, monsieur Lajoigny, peut-être celui de Barbara-Karmak, et encore, celui de l'Afghanistan. Vous auriez pu demander l'évacuation de l'Afghanistan par les troupes soviétiques.
Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez parlé des dizaines de millions de morts. C'est Khrouchtchev qui l'a avoué. Khrouchtchev l'a avoué au 20e congrès. Et puis, ça a continué depuis. 3 millions de personnes assassinées au Cambodge. Des centaines de milliers au Vietnam, où vous étiez les alliés du Viet Minh et où vous poignardiez l'armée française dans le dos, comme vous l'avez poignardé pendant la guerre d'Algérie. Voulez-vous que je vous parle de Fernand Yveton? Voulez-vous que je vous parle de l'aspirant Maillot? Monsieur Le Pen, on laisse Monsieur Lajoigny répondre, s'il vous plaît. D'abord, je constate encore une fois que Le Pen est un va-t-en-guerre, un pousse au crime. Il considère qu'il n'y a pas assez de dépenses militaires, qu'il faut aller plus loin, etc. Je dis pousse au crime, mais quand il faut aller dans les Aurès, il n'est pas allé dans les Aurès. Il est allé ailleurs, mais j'en ferai la démonstration tout à l'heure. Hein. C'était trop dangereux, les Aurès. J'ai dit, on m'a ordonné d'aller. Oui, mais pas où ça tirait beaucoup. Hein. Là où il n'y avait pas de risque. J'étais dans un régiment de parachutistes de la Légion. Je sais. Mais concernant ces calomnies habituelles contre notre parti, je veux simplement faire voir ici un document de la Gestapo, qu'on a découvert dans les archives de la Gestapo, et que Le Pen connaît bien. La Gestapo, le 30 septembre 1940, faisait parvenir ce télégramme à Berlin pour mettre fin à un nouvel accroissement de la propagande communiste à Paris, 30 septembre 40. La police parisienne veut prendre des mesures préventives consistant à arrêter et à interner dans un camp tous les dirigeants et responsables communistes actifs connus à Paris. Et c'est ainsi que Gabriel Péry a été arrêté au début 1941, avant l'intervention allemande contre l'Union soviétique. C'est ainsi que Cattelat, le député d'Amiens, a été guillotiné. Alors, s'il vous plaît, vous qui faites l'apologie du nazisme, venez pas salir le parti qui a eu 75 000 morts, fusillés, mais c'est un mensonge historique. Il y a eu 30 000 fusillés français, dont 75 000 communistes, bien sûr. Dont le général de Gaulle... Ça, c'est l'arithmétique de Moscou. Le général de Gaulle auquel le général de Gaulle a rendu hommage comme la principale force qui, sur le territoire national, a lutté contre l'envahisseur et ses complices. Oui, vous avez tué plus de Français pendant la guerre que d'Allemands. Voilà. Chacun le sait. Alors, concernant la question que vous venez de poser, monsieur Séguillon, notre position est très claire. Nous n'avons jamais demandé un désarmement unilatéral de la France. La France a droit à la sécurité. Mais ce que nous demandons, c'est qu'elle ne se lance pas dans la course aux armements, comme elle l'a fait avec la loi de programmation militaire. C'est qu'elle ne boude pas, qu'elle ne mette pas des bâtons dans les roues au processus de désarmement équilibré qui commence à se faire entre l'Union soviétique et les États-Unis. Qu'elle aide ce processus-là. Et quand ce processus sera avancé, eh bien évidemment, si les bombes atomiques sont détruites comme le propose Mikhaïl Gorbatchev sur toute la planète, pourquoi la France garderait des bombes atomiques seule dans le monde? Voilà notre position. Elle est claire, elle est raisonnable, elle a un objectif, aller vers la paix et la sécurité de la France. Et nous sommes pour la sécurité de la France et son indépendance. Or, l'indépendance de la France, où serait-elle si on faisait l'armée européenne que propose Le Pen autour de l'Allemagne? C'est-à-dire, nous serions dépendants comme Le Pen et ses prédécesseurs le voulaient pendant la guerre, pendant l'occupation. Vous avez même pris vos précautions à l'avance parce que la France n'a aucune protection contre le danger nucléaire, ni contre le danger nucléaire militaire, ni contre les accidents soviétiques type Tchernobyl, mais vous, le Parti communiste, vous vous êtes fait construire un grand abri antinucléaire de telle sorte que vous seriez à l'abri quoi qu'il arrive. La devise au PC, c'est sauvons les chefs. C'est du délire à l'état. Si vous voulez, avant que nous tournions ce chapitre... S'il y avait un chapitre... médecin dans la salle, il pourrait aller lui donner un conseil. Pourquoi vous vous sentez pas bien? Très justifié. La paranoïa, ça se soigne. Je vous rappelle que tous les deux, vous êtes candidats à la présidence de la République. Donc, imaginons l'un et l'autre que vous soyez en situation d'exercer ce pouvoir. J'aimerais savoir, pour en terminer avec ce chapitre de la politique étrangère, quelles seraient à l'un et à l'autre vos positions exactes, ce que vous feriez sur le Tchad, sur le problème des otages et dans vos relations avec l'Afrique du Sud. Sur le Tchad, nous avons dit à plusieurs reprises qu'il y avait un accord, que la France donc respecte cet accord, mais sans mettre de l'huile sur le feu, ce qui est une tentation permanente et dont le pas a été franchi à plusieurs reprises. Concernant les otages, dont on ne parle pas beaucoup, et pas assez, et pour lesquels on ne fait pas assez, nous avons, dès le début, indiqué que la France ne pouvait se désintéresser de nos malheureux otages du Liban.
Et que pour cela, évidemment, il ne s'agit pas de céder aux terroristes. Nous sommes les farouches adversaires des terroristes de toute catégorie, quelque cause qu'ils prétendent défendre, mais qu'un pays comme la France... Un pays comme la France, j'y viens, un pays comme la France a des moyens de pression, et ces moyens, il faut les employer. Le Pen parle d'Albertini. Oui, nous venons de jouer notre rôle pour un mouvement pour la libération de Pierre-André Albertini. Mais lorsque j'ai parlé tout à l'heure des preuves que j'avance, suivant lesquelles Le Pen est un complice et fasciste, je n'ai pas cité l'Afrique du Sud. Les déclarations qu'il a faites sur l'Afrique du Sud, le seul pays au monde où la Constitution s'inspire des théories nazies. Des théories nazies qui considèrent qu'une grande partie de la population n'a aucun droit. 75% des gens, parce qu'ils ont la peau noire, ne doivent pas voter, n'ont pas de droit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 99%. S'il vous plaît, il y a un peu de pudeur dans ces affaires-là. Oui, hein. C'est le cas. Eh bien, oui, Le Pen soutient le régime d'Afrique du Sud qui avait un stand à sa fête du Bourget. Et nous avons animé un mouvement qui a obligé les initiatives et la libération de Pierre-André Albertini. Et nous continuons la lutte pour la libération de Nelson Mandela, qui est l'honneur de l'humanité. Alors, nous allons liquider, si j'ose dire, liquider, vous y connaissez pour liquider. Vos amis nazis aussi. L'affaire, ouais, écoutez, ne répétez pas des choses comme ça, monsieur Lajoigny. Vous êtes grotesque. Je dis la vérité. Vous êtes ridicule. Tous les Français. Bon, alors, n'est-ce pas parlons de l'Afrique du Sud. Pourquoi les communistes s'intéressent-ils tellement à l'Afrique du Sud? Ils disent que c'est pour lutter contre l'apartheid. Bien sûr que non. L'Afrique du Sud, qui est d'ailleurs un allié privilégié de l'État d'Israël, a sur son territoire immense des ressources minières dont elle partage l'exclusivité avec l'Union soviétique. C'est dire que si l'Afrique du Sud changeait de camp et tombait en particulier, comme l'Angola et le Mozambique, sous influence communiste, les communistes disposeraient de l'exclusivité d'un certain nombre de produits strictement nécessaires en matière de défense. C'est ce qui explique d'ailleurs que le chef d'état-major de l'ANC, l'organisation de Mandela, soit un général du KGB, Joe Slovo. Et ce qui explique que les méthodes terroristes utilisées, car on reparlera d'Albertini, mais je voudrais montrer une photo ici. Car l'ANC a une technique pour punir les Noirs qui ne lui obéissent pas. C'est la technique du pneu enflammé. Et voilà ce que ça donne, monsieur Lajoigny, le pneu enflammé, que l'on passe autour du cou des adversaires de l'ANC. Plusieurs centaines de Noirs, adversaires de l'ANC, sont morts de cette façon affreuse et ignoble. Pourquoi monsieur Albertini a-t-il été arrêté ? Il a été arrêté parce qu'on a trouvé dans sa voiture des mines et des armes automatiques qu'il transportait pour le compte de l'ANC. Ça, c'est les ordres qu'il avait reçus du Parti communiste, sans doute, qu'il a envoyé en mission là-bas. Et vous avez suffisamment de puissance dans ce pays pour donner vos ordres à M. Chirac et faire que le gouvernement français je monte en grade. s'est inquiété beaucoup plus de libérer ce militant communiste condamné qu'il ne l'a jamais fait pour aucun Français qui se trouve dans les prisons des différents États et pour différentes raisons. Vous parlez tout à l'heure des otages, mais les otages, ce sont des gens qui sont détenus par des gens que vous soutenez. C'est l'Union soviétique qui soutient le terrorisme arabe contre Israël, qui soutient le terrorisme arabe contre les pays d'Europe. Vous êtes les alliés de la Libye, vous êtes les alliés de la Syrie, vous êtes l'allié de tous ces pays terroristes auxquels vous demandez du bout des lèvres, qu'avec lesquels vous demandez du bout des lèvres qu'on rompe les relations diplomatiques. Tout cela est l'opération de subversion mondiale menée par le Parti communiste et son bras séculier qu'est l'URSS, avec évidemment les petits exécutants comme vous à l'échelon des différents partis politiques communistes du monde. Ça ne vaut pas la peine de répondre de telles insanités. Bah voyons, c'est plus facile de ne pas répondre. Vous êtes ridicule en voyons des choses comme ça. Alors, vous êtes exactement en même temps l'un que l'autre, et je vous propose qu'on en profite pour tourner ce chapitre, et pour aborder un chapitre sur lequel on vous attend l'un et l'autre, qui est celui de votre philosophie de la société française, et notamment ce problème de l'identité nationale, dont on a beaucoup discuté. Et de l'immigration, qui est le fonds de commerce de Le Pen. Et de l'immigration et de la sécurité. Fonds de commerce de Le Pen. Alors, sur l'identité nationale, on a beaucoup discuté sur cette question du code de la nationalité. Bon, je vous demanderai à l'un et à l'autre, pour vous,
quelles sont les conditions aujourd'hui pour les meilleurs pour acquérir la nationalité française. Alors, Monsieur Lajoigny. Bien voilà, nous considérons que la loi existante est une bonne loi. Sans doute, on peut améliorer tel ou tel aspect. C'est une bonne loi. C'est une loi généreuse dans les conditions de la France. Elle a permis à ce que des gens viennent en France, s'installent, des gens comme Michel Platini, etc., deviennent des Français. Et nous sommes opposés à une modification qui aggraverait les conditions d'obtention de la nationalité française. C'est ce que voulait faire le gouvernement. Nous nous félicitons que notre action ait contribué à ce qu'il annonce qu'il retire le texte. Vous avez beaucoup d'influence sur Chirac, c'est ce que je disais. Nous nous en félicitons, mais nous sommes vigilants, car nous savons ce qu'est la France. La France a été, au cours des âges, une terre généreuse, une terre d'asile. Et la France, le peuple français est ce qu'il est. Savez-vous qu'il y a un tiers de la population en France qui est originaire d'un pays étranger jusqu'à la 3e génération. C'est-à-dire, en remontant à la 3e génération, ils ont des parents étrangers. Eh bien, je crois que si on leur disait « il faut partir », ces gens-là, eh bien, la France serait décapitée. Ça serait pire que lorsque Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes d'Henri IV, qui a fait partir, je ne sais pas combien de milliers de protestants à désorganiser l'économie française. Alors, il faut être irresponsable, aventurier, dangereux, comme Le Pen, pour préconiser une politique de ségrégation, une politique d'exclusion en France. Et à ce sujet, je voudrais dire quelques mots sur ce que notre position, nous communistes, sur la politique d'immigration, qui est, tout le monde le sait, le moyen pour Le Pen d'essayer de tromper des gens. Le Pen est un milliardaire, je l'ai dit tout à l'heure. Mais de son château de Saint-Cloud, il voudrait aujourd'hui... Oui, de son château qui vaut plus d'1 milliard. Vous voudriez faire battre... Vous voulez l'acheter? Oui. Vous voudriez faire battre... Oui, tout le monde le dit, tous les journaux expliquent ça. Bah si les journaux le disent, c'est que c'est sûrement vrai. Surtout les journaux bourgeois, n'est-ce pas? N'insistons pas. Vous êtes un milliardaire, tout le monde le sait. Vous voulez faire battre les ouvriers français contre les ouvriers étrangers. Est-ce que je suis aussi milliardaire que les Tédoumang? Vous voulez faire battre les ouvriers français? Non, n'insultez pas les morts, s'il vous plaît. Alors, quelle est la position du Parti communiste? Elle n'a jamais varié. Toujours pour l'étranger. C'est un slogan. Depuis qu'il y a la crise, le Parti communiste est opposé à l'immigration. Toute immigration. Parce qu'il y a la crise. Mais je dois dire qu'au cours des âges, l'immigration, les immigrés, ne sont pas rentrés à la demande du Parti communiste français. Ce sont les patrons qui les ont fait rentrer. Ils les ont fait rentrer pour les surexploiter, parce qu'ils pensaient pouvoir les payer moins. Et quelle a été l'attitude du Parti communiste? Il n'a jamais varié. Nous avons défendu les ouvriers immigrés comme les ouvriers français, considérant que si on ne les défendait pas, le patronat en profiterait pour surexploiter les ouvriers français. Et nous sommes opposés, en plus, à la politique des gouvernements successifs et des municipalités de droite qui ont concentré, qui ont expulsé les immigrés pour les concentrer dans les municipalités ouvrières, créant des difficultés, des gênes aux uns et aux autres, aux gens d'origine française comme aux gens d'origine étrangère. Nous avons mené cette action sans hésitation et sans interruption. Et j'étais, il y a quelques jours, dans le Nord. Mes amis m'ont emmené dans des caves sur la frontière où on m'a expliqué que plutôt des écuries, où dans ces écuries dormaient sur la paille les ouvriers mineurs polonais qui arrivaient dans nos mines du Nord, entre les deux guerres. Et les communistes avaient organisé une filière de ravitaillement, parce qu'ils n'avaient pas à manger, pour leur porter des sandwichs, et quand ils sont descendus au fond des puits, on les a défendus. Et on a fait la même chose pour les Italiens en Lorraine, les Espagnols à Midi, les Portugais. On fait pareil aujourd'hui pour d'autres immigrations, notamment l'immigration maghrébine. Et le résultat, allez voir dans le Nord. Allez voir les élus, les maires, les ouvriers qualifiés. Ce sont souvent des descendants de Polonais. Nous avons contribué à cela. Il s'est tenu à l'Assemblée nationale un colloque officiel sur le racisme. Et j'ai expliqué que dans les entreprises, grâce à cette attitude du Parti communiste, eh bien, le racisme ne s'était pas développé. Le ministre de l'époque m'a donné raison. Nous avons ainsi bien travaillé pour la France. Et ce sont des gens comme vous, Le Pen, qui excitaient les ouvriers français contre les ouvriers immigrés ou l'inverse, qui travaillait contre la France. Vous êtes un homme de division, de haine, d'expulsion. Et ça, vous travaillez contre la France. Vous le connaissez par cœur. Là. Voilà la vérité. Vous pouvez y aller. Voilà la vérité. D'accord. Bon, alors, Jean-Marie Le Pen. Bon.
Alors, la politique d'immigration soutenue par le Parti communiste consiste à faire venir des étrangers dans l'espoir qu'ils voteront, parce que vous êtes pour le vote des immigrés, n'est-ce pas? Bon, n'est-ce pas? Vous ne déniez pas. Bon. Vous êtes pour le vote des immigrés et vous essayez de remplacer les travailleurs français que vous perdez à chaque élection par des travailleurs étrangers. D'ailleurs, vous avez toujours utilisé les travailleurs étrangers, en particulier dans la CGT, pour servir de troupe de choc. La Moï ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais la Moï a sauvé l'honneur de la France. Oui, la France a sauvé son honneur tout seul. Elle n'avait pas besoin de la Moï. Les Manouchiens ont sauvé l'honneur, alors que vous et vos amis, vous étiez dans la collaboration. Comment? Oui. Vos amis, vos prédécesseurs étaient dans la collaboration. Non, mais vous plaisantez. Je ne plaisante pas. Vous êtes l'héritier d'un courant politique. Le courant politique. Mais vous êtes du Parti communiste. Moi, je ne suis l'héritier de personne, sauf de mon ami Lambert. C'est le seul héritage que j'ai reçu. Moi, je ne suis pas membre d'un parti politique d'avant-guerre ni d'après-guerre. J'ai fondé mon propre mouvement politique et il ne s'inspire d'aucune autre philosophie que celle de la France, celle de la préférence nationale, qui veut qu'en période de crise en particulier, le travail soit réservé en priorité aux travailleurs français. Et si vous perdez des voix, monsieur Lajoigny, c'est parce que vous établissez la priorité en faveur des travailleurs étrangers. C'est parce qu'on sait bien que dans les HLM, les places sont attribuées a priori pour des raisons de famille, pour les étrangers, par priorité aux Français qui n'ont malheureusement pas assez d'enfants. Et puis, il en est ainsi de tout le système social qui bénéficie aux étrangers au détriment des Français. Vous êtes contre l'identité nationale et vous voulez la société pluriculturelle. Pourquoi ? C'est parce que vous voulez détruire ce pays. Vous voulez détruire les forces de l'Europe de telle sorte qu'on ne soit pas capable de résister aux soviétiques. Vous aimez bien les immigrés, Lajoigny, vous les aimez bien, mais quand même pas assez pour les faire venir chez nous. Vous aimez bien les immigrés chez les autres, comme Jeanne d'Arc, vous savez, qui aimait bien les Anglais chez eux. Eh bien, vous aimez bien les immigrés, mais pas chez vous, parce que j'ai ici la liste des gens qui habitent dans votre immeuble à la Courneuve, vous voyez? Et je vois là toute une série de gens qui ont tous des patronymes français sans exception. Il n'y a pas un seul immigré dans les gens qui habitent à côté de chez monsieur Lajoigny. Prudent, mais pas téméraire, les immigrés, c'est pour les autres. Alors voyez-vous pourquoi les Français, monsieur Lajoigny, votent contre vous? C'est parce qu'ils ont le sentiment d'être aujourd'hui colonisés et que de n'être plus dans leur propre pays. Alors qu'il y a 3 millions de chômeurs et que vous avez contribué quand vous étiez au pouvoir en 81, entre 80 et 84, vous avez fait non pas seulement 500 000, comme on le dit officiellement, mais 900 000 chômeurs de plus de 80 à 84 en 3 ans, à la moyenne de 300 000 par an. Vous êtes directement responsable d'une grande partie de l'asthénie de notre économie, parce que votre manière de faire, en particulier vos méthodes syndicales, ont contribué à étouffer l'économie française. Quand il y a une crise dans une entreprise, la CGT déclenche la grève, l'occupation, et amène cette entreprise à déposer son bilan. Est-ce vrai ou non? C'est reparti. Ça y est. Et vous n'hésitez pas à pratiquer dans le domaine syndical la méthode du baston pour imposer les vues de la CGT. Mais nous parlerons tout à l'heure, si vous voulez bien, de votre bilan pendant les 3 ans où vous aviez 4 ministres communistes au pouvoir avec les socialistes. Laissez-moi vous rappeler que c'est Salengro qui, en 1936, au moment de la grande crise, après la grande crise, avait établi une loi qui établissait la préférence nationale. Cette loi de préférence nationale, vous l'avez supprimée en 1981. À la vérité, vous l'avez montré tout au long de l'histoire de votre parti. Vous êtes le parti de l'étranger. Vous êtes le parti aujourd'hui des étrangers dans notre pays. Moi, je suis le partisan des Français d'abord. Tiens, à propos, je voudrais vous rappeler d'ailleurs que le slogan que vous critiquez dans ma bouche, la France aux Français, c'est un slogan inventé par Maurice Thorez en 1937. Vous voyez, je rends à César ce qui est à César et à Maurice ce qui est à Thorez. Vous voyez ?
En ce moment-là, vous défendiez, pendant un très court temps d'ailleurs, les travailleurs français. Vous avez, si j'ose dire, changé. Oui, mais c'est pas à Georges de répondre. S'il était là, il serait plus drôle d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas, faut être honnête. Pas sérieux. Non, il était plus drôle que vous, quoi. Soyons honnêtes. Avec lui, c'était pas triste. Même quand il parlait de choses graves et tristes, c'était pas triste quand même. Avec vous, tout est triste. C'est même navrant. Alors, je peux vous dire que dans ce domaine-là... L'éloge des chambres à gaz n'est pas triste pour vous. Oui, mais écoutez, vous n'avez... Je n'ai jamais fait l'éloge des chambres à gaz. Les Français sont témoins. Et vous ne tromperez personne sur ce sujet, même si vous avez dans un certain nombre de médias des complices qui sont chargés de vous accompagner et d'accompagner vos mensonges. Car c'est vrai que vous avez été le chef d'orchestre de cette opération, Lajoigny. C'est vous qui, depuis vous et le secrétaire général du parti, qui depuis un certain temps fait coller des affiches. Jamais plus ça. C'est vous qui, à la fête de l'humanité, avez dit « Nous allons démasquer Le Pen ». Exactement. Mais vous n'avez rien démasqué du tout, parce que Le Pen n'a pas de masque, lui. Le Pen, il marche le visage nu. Et depuis que je fais de l'action publique, j'ai fait du syndicalisme quand j'étais étudiant, j'ai été président des étudiants, j'ai été un des fondateurs de la Mutuelle nationale des étudiants de France, et j'ai été ensuite député, j'ai été militaire. On a toujours su ce que je faisais. Tout ça est très clair, beaucoup plus clair que ce qui se passe dans le secret du building du Parti communiste ou de la CGT. Mais nous reviendrons tout à l'heure, si vous voulez, sur le plan économique et sur le bilan économique du Parti communiste, car c'est trop facile de critiquer les autres. Faut-il encore rendre compte de sa propre gestion, monsieur Lajoigny, car vous avez des responsabilités dans la situation de crise des travailleurs français, et c'est cela qui ne vous pardonne pas. C'est cela. Alors, monsieur Lajoigny, un mot, et puis ensuite nous en viendrons, si vous voulez, à quelques problèmes économiques. Sur les immigrés, je pourrais parler longuement et relever les mensonges de Le Pen sur le coût des immigrés dans la sécurité sociale. Il faut savoir que les patrons eux-mêmes reconnaissent que c'est un avantage considérable d'avoir des jeunes arrivant formés, en état de travailler, qui n'ont rien coûté à la société. Et tout le formés dans quelles écoles? Et tout le monde sait, formés pour travailler dans les usines, Le Pen. Et tout le monde sait, oui, et ils travaillent dur, dans les endroits les plus pénibles, hein, vous le savez bien. Y compris dans votre entreprise, Lambert. Hein. Où 2/3 des travailleurs sont des immigrés. Vous êtes enrichi avec les immigrés. Jamais, j'ai jamais connu les Simon Lambert. Ils étaient vendus par mes amis 3 ans avant qu'ils ne disparaissent. Mais alors, vous n'êtes pas au courant du tout. Votre enquête a été mal faite. Je voudrais confier ça au KGB. Ils font ça plus sérieusement. Je voudrais faire une petite révélation. Voilà un document. C'est une sorte de ligue prédécesseur de Le Pen, voilà. qui avait à l'époque, en 1903, s'il vous plaît. En 1903 En 1903. J'étais encore un petit sourire dans l'œil de mon grand-père. Lancé une sorte de pamphlet en Provence. Et je vais vous dire les sous-titres. Les téléspectateurs peuvent vérifier. Parlant des Italiens qui arrivaient en Provence, l'envahissement. Ils volent les emplois. Ils sont sales et emplissent les hôpitaux. C'est l'armée du crime. C'est un complot. Il faut les chasser, il faut les taxer, il faut les empêcher de devenir français. Eh bien, on croit lire un tract de Le Pen. Eh bien, j'appelle les téléspectateurs à réfléchir. Si on avait écouté ces extrémistes, ces aventuriers, eh bien, où serait la France aujourd'hui? Où serait la France avec tout cet apport enrichissant de l'immigration italienne? Eh bien, vous faites aujourd'hui la même politique avec les mêmes... Mais vous savez très bien que nous établissons une distinction fondamentale entre les gens de l'Europe, n'est-ce pas, de la CE, et je défends toujours la préférence nationale et européenne, et que nous nous opposons à l'invasion de la France telle qu'elle se produit et se produira dans l'avenir, quand le déséquilibre démographique entre la France et les pays du tiers-monde renforceront chaque jour le courant de ceux qui viendront ici, en fait, n'ont pas trouvé du travail, car il n'y en a plus depuis 74, mais la misère, et c'est à ce moment-là que vous souhaiterez les encadrer pour les lancer à l'assaut de ce que vous appelez le monde capitaliste, et qui est en fait le monde de la liberté. Je trouve lamentable une telle conception. Car en effet, nous sommes, nous, pour l'interdiction de l'immigration, mais aujourd'hui, celle qui se fait de manière clandestine, ce sont les patrons, il y a des filières patronales. Mais voir l'avenir comme ça, voir l'avenir avec les pays du tiers-monde, c'est-à-dire des milliards d'hommes en train de croupir, de mourir de faim, et croire
qu'on peut, nous, dans les pays développés, s'armer et faire comme si rien n'existait, eh bien, vraiment, c'est des hommes à courte vue, c'est des réflexions à courte vue. La solution de tous ces problèmes, eh bien, oui, c'est le désarmement, c'est un nouvel ordre économique pour que ces pays puissent se développer et qu'il n'y ait pas ces déséquilibres qui sont générateurs de violence, générateurs de troubles, quoi qu'on fasse, et quoi que fassent les proclamations de Le Pen, qui ne pèsera pas lourde dans cette situation-là. Alors, moi, je voudrais qu'on rétablisse, si vous voulez bien, encore un mot, la vitalité française et sa démographie, plutôt avec des Français qu'avec des étrangers. Je considère que c'est le droit des Français d'être chez eux en France, me semble-t-il. Or, mais Lajoigny n'est pas seul dans ce domaine-là. Il a un certain nombre de complices, socialistes, voire ceux de la majorité, qui sont acquis aux thèses internationalistes et mondialistes. Ça, c'est la classe politique. Ça, c'est la bande des quatre. Le pays lui-même ne partage pas ce point de vue. Et il le démontrera, si un jour je suis au pouvoir, par le référendum. Que Dieu nous protège, si consulté. Dieu, vous croyez en Dieu, Lajoigny? Que Dieu nous protège. C'est pas vrai. C'est nouveau. Si moi, je croyais que le communisme était fondamentalement athée. Que Dieu protège la France, si je puis dire. C'est une conversion. Quel est un jour le visage de la haine. Monsieur Séguillon, c'est un miracle. Monsieur Lajoigny vient de croire en Dieu. À moins que ce ne soit une de ces formules que vous lancez comme de la poudre aux yeux dans les yeux des téléspectateurs. Mais il y en a de moins en moins pour vous croire, vous le savez bien. Et vous êtes déjà résigné, déjà ce soir, et puis encore un petit peu plus après. Alors, je ne suis pas arbitre en miracle. Parler. Je vous demande qu'on s'arrête un instant. On va faire une pause de publicité. Si et puis, après cette pause de publicité, nous parlerons, si vous le voulez bien, des problèmes économiques et puis des propositions qui pourraient être les vôtres. Nous nous arrêtons un instant pour une pause de publicité. Alors, imaginons que vous entriez à l'Élysée. Après tout, pour des candidats, ce n'est pas une chose impossible. Quelles seraient les 3 premières mesures que vous prendriez l'un et l'autre en matière économique? Alors, je vais peut-être demander à M. André Lajoigny, qui a un peu de retard, de commencer à répondre à cette question. Eh bien, nous avons un programme. J'ai un programme qui est discuté d'ailleurs actuellement par tous les communistes et sur lequel je suis candidat. C'est un programme qui est axé autour de 3 thèmes. Justice, liberté, paix. Je pense en effet que la France a besoin de la justice. On est en train de faire une politique depuis une quinzaine d'années, appelée politique d'austérité, que Le Pen d'ailleurs veut aggraver, j'ai là ses propositions, j'en ferai état tout à l'heure, et qui enfonce le pays dans la crise. Car en effet, un pays développé comme la France a besoin que les richesses, au lieu d'aller au grand capital, à la spéculation, au placement à l'étranger, aillent pour épanouir les hommes, les femmes, les rendre plus compétents, plus qualifiés, pour pouvoir mieux maîtriser les technologies nouvelles et mieux produire, mieux tenir la compétition internationale. C'est pourquoi nous demandons l'augmentation des salaires, le SMIC à 6 000 francs, et c'est pas trop haut le SMIC à 6 000 francs, et qu'il soit vraiment le salaire minimum. Aujourd'hui, on paye des jeunes, on l'a vu malheureusement avec des drames, où des jeunes sont payés à 1 200, 1 300 francs par mois. Eh bien, nous voulons le SMIC et une augmentation générale des salaires, une augmentation du revenu paysan. Nous voulons sauver la sécurité sociale, alors que Le Pen veut la démanteler. Nous voulons la sauver, et c'est possible de la sauver en faisant payer le revenu du capital au même taux que les salariés. On couvre le double du déficit actuel. Nous voulons réduire le temps de travail sans diminuer les salaires. Nous voulons produire français. Nous voulons produire français. Avec des Français. Nous voulons produire français. Oui, avec des Français. Ah bah, nous voulons, et avec les travailleurs qui sont là, les travailleurs immigrés. Et il faut les mettre au travail. Tout le monde a droit au travail. Eh bien, nous voulons produire français. Et on peut produire français. C'est inadmissible de voir aujourd'hui la pénétration de 45-50% de produits manufacturés dans ce pays. Voire des branches entières comme les machines-outils où nous couvrons à peine à 30-40%. Alors nous avons des propositions nettes au plan économique. Nous proposons la justice, c'est-à-dire redresser la situation économique et sociale, faire reculer le chômage, améliorer le pouvoir d'achat, et évidemment faire payer les spéculateurs et les grandes fortunes. Car en effet, si on ne fait pas payer ceux qui aujourd'hui dilapident l'argent, qui avouent aujourd'hui cyniquement qu'on gagne 3-4 fois plus à placer son argent sur les marchés financiers que de créer des emplois, que d'investir dans l'industrie. Eh bien, il faut renverser cette logique malfaisante, et ainsi nous aurons des solutions aux problèmes qui préoccupent les gens. Jean-Marie Le Pen. Mais le grand handicap de Lajoigny en matière politique et économique, c'est qu'il est un communiste. Et un communiste, c'est pas n'importe quoi.
c'est qu'il existe des modèles communistes. Il y a 70 ans que le communisme règne dans un certain nombre de pays. Il n'est jamais d'ailleurs arrivé au pouvoir que par la violence, la force et le crime, jamais par des élections régulières, et il s'y maintient par les procédés de dictature qu'il appelle du prolétariat, mais qui sont en fait la contrainte et l'apartheid de tous les citoyens. Il y a des endroits où il y a l'apartheid d'une partie des citoyens. En pays communistes, il y a l'apartheid de tous les citoyens, sauf la nomenclatura des apparatchiks, comme M. Lajoigny. Or, les modèles économiques soviétiques, nous les connaissons. Nous les connaissons à Cuba, nous les connaissons en Chine, nous les connaissons en URSS, un pays qui est le plus riche, naturellement, par son immense espace géographique, par ses ressources extraordinaires, et par une civilisation qui a été, bien sûr, décapitée en 1917, mais qui avait donné de grands artistes, qui avait donné, bien sûr, de grandes usines, car sans cela, s'il n'y avait pas d'usines sous les tsars, d'où sortaient les soviets d'ouvriers ? Qui avait construit le cuirassé Potemkin? Dans quel chantier naval avait été fait le croiseur Aurora? Il y avait aussi des chemins de fer. On le sait, c'est nous qui les avons payés. Plus exactement, nos épargnants, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Or, quelle est la situation de l'économie soviétique? Je voudrais poser une question à Lajoigny. Si jamais le communisme s'installait demain au Sahara, qu'arriverait-il? Eh bien, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Eh bien, je peux lui dire, pendant 6 mois, rien. Au bout de 6 mois, pénurie de sable. Et car c'est bien cela, l'économie soviétique. Vous ne faites personne. Écoutez, si, beaucoup. L'économie soviétique, le communisme, c'est une machine à fabriquer des mégots. C'est une dépense fantastique d'énergie. Ce sont des souffrances extraordinaires pour fabriquer moins bien et plus cher que tout le monde. Il n'y a qu'à voir le spectacle de la Russie soviétique. Moi, je pose la question aux téléspectateurs. Est-ce que vous avez quelquefois, dans les encombrements de l'été, vu une voiture décapotable soviétique? Est-ce que vous avez vu des voitures polonaises, tchèques, hongroises, roumaines, dans un pays où il n'y a plus de capitalistes, où il n'y a plus de profiteurs, mais où il n'y a plus non plus d'économie compétitive, capable de donner aux travailleurs ce à quoi ils ont droit? Il est vrai qu'il y a un rideau de fer qu'on ne peut pas traverser, car sans ça on vous tire dessus, et que des centaines de gens ont payé de leur vie d'avoir voulu le traverser. Le jour, monsieur Lajoigny, où je verrai des voitures décapotables pleines de petits enfants blonds, avec des travailleurs soviétiques venus passer ici leurs 6 mois de vacances, parce qu'en pays socialiste, il n'y a pas besoin de travailler autant qu'en pays capitaliste, puisque les capitalistes ne prennent pas la grande partie de l'argent gagné par les travailleurs. À ce moment-là, peut-être, je serais tenté de prêter une oreille à ce que vous dites. Mais tant que je ne verrai pas cela, tant que je verrai les queues, y compris à Moscou, tant que je verrai la médiocrité érigée en système, je ne vous croirai pas. Parce que ce n'est pas de la flûte que vous nous jouez, monsieur Lajoigny, c'est du trombone. C'est trop gros, ça ne passe pas, ça ne passe plus. Ça ne passe plus parce que les gens commencent à être informés et les travailleurs savent que derrière vos promesses, il n'y a somme toute que les avantages d'une petite classe de privilégiés. Sait-on, les téléspectateurs savent-ils, qu'à la sécurité sociale, il y a 193 000 fonctionnaires, ils sont plus nombreux que les médecins, les dentistes et les pharmaciens réunis, et que leur taux d'absentéisme est de 40%. Savez-vous que le Parti communiste et la CGT ne peuvent exister que grâce aux subventions que reçoivent l'une et aux avantages qui sont accordés aux autres pour ces apparatchiks casés dans toute l'économie française aux frais des travailleurs et aux frais des entreprises? Voilà la vérité. Le jour où le Parti communiste sera réduit à ses propres ressources, le jour où la CGT sera réduite à ses propres ressources, le jour où vous cesserez de frauder aux élections, aussi bien sociales que politiques, à ce moment-là, vous serez ramené à peu près à la moitié de ce que vous allez faire aux prochaines élections, 2,5% ou 4%. C'est ce que vous allez faire. Alors, André Lajoigny. Oui, les insultes c'est pas des insultes, contre les employés de la sécurité sociale, eh bien, je les fais juge. Oui, 40% d'abstention. Oui.
et les insultes également Ce sont contre vos amis, d'ailleurs. les élus communistes, car dans le Val-de-Marne, on a annulé des élections sous prétexte de fraude, on a fait de nouvelles élections où les présidents de bureau de vote étaient les juges, eh bien, le Parti communiste a gagné 10% des voix. C'est pour ça que Mme Goodman a été condamnée probablement en correctionnel. A gagné 10% des voix. C'est pour ça qu'un certain nombre ont été condamnés en correctionnel. Ce que j'ai constaté, par rapport, par exemple, aux pays socialistes, il y a une enquête qui vient d'être faite par deux spécialistes américains à partir des chiffres de la Banque mondiale. Tout le monde sait que la Banque mondiale n'est pas suspecte d'avoir des sympathies pour les communistes, pour les pays socialistes. Suivant cette enquête, il est apparu que sur les 3 grandes questions, éducation, alimentation et santé, les pays socialistes étaient nettement au-dessus des pays capitalistes dans le monde. Voilà, je réponds cela d'une manière globale. Vous pouvez trouver cette étude. Globalement, elle est toute dans les bonnes bibliothèques. Bien. Je constate une chose, c'est que Le Pen n'a pas parlé de sa politique économique. Ah mais... Et il n'a rien dit. Mais je vais en parler. Je vais laissez-moi le faire moi-même. Oui, non, mais ça sera mieux. Votre responsable du groupe à l'Assemblée nationale a dit un jour, nous avons voté 400 fois pour les mesures proposées par le gouvernement. Et je trouve, j'ai regardé dans votre programme, dans vos pamphlets, vous pouvez vérifier, tout cela est vérifiable, la politique que vous proposez, en fonction de vos votes et en fonction de vos propositions. Vous proposez la suppression du SMIC. Plus de SMIC. C'est Autrement faux. dit, c'est dans votre livre que j'ai dans ma serviette. Suppression du SMIC. C'est-à-dire, et c'est discret évidemment, parce que ça ne fait pas bien dans les gens que vous voulez tromper, chez les gens que vous voulez tromper. Suppression du SMIC, c'est-à-dire, on pourra exploiter les gens sans aucune limite. Totale liberté de licenciement. La loi du gouvernement ne vous satisfait pas, il faut aller plus loin. Suppression de toute réglementation du temps de travail. C'est la flexibilité à la puissance 4. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire travailler les gens 100 heures et 20 heures, 10 heures une autre fois, une autre semaine. Les gens n'ont rien à dire. Vous êtes prononcé contre l'impôt, vous êtes prononcé pour l'impôt sur les grandes fortunes, contre l'impôt sur les grandes fortunes. Voilà. Vous avez voté contre notre proposition de rétablir l'impôt sur les grandes fortunes. Évidemment, vous avez payé l'impôt sur les grandes fortunes. C'est un impôt qui coûte plus cher qu'il ne rapporte. Vous l'avez avoué vous-même. Imbécile. Vous l'avez avoué vous-même, vous avez payé l'impôt sur les grandes fortunes, on vous comprend. Vous avez également, vous êtes pour la suppression des dépenses, ça c'est votre formule, d'éducation, de santé, pour être remplacé par des initiatives privées, on sait ce que ça veut dire. Vous êtes contre le système actuel de la sécurité sociale, basé sur la solidarité, dont nous avons l'honneur d'avoir été à l'origine de la libération, pour le remplacer par un système, je vous cite, concurrentiel, aux tarifications variées, autrement dit, plus élevé pour les gens à population à risque, y compris les ouvriers qui ont des travaux pénibles, et évidemment moins lourde pour les gens qui ont plus de moyens. Vous êtes pour la hausse de loyer sans limitation. Vous trouvez que la loi Méhaignerie ne va pas assez loin. C'est faux. Nous nous sommes abstenus dans le vote. Vous fulminez en permanence contre les syndicats. La CGT, on l'a vu tout à l'heure, mais contre tous les autres syndicats. Personne ne trouve grâce à vos yeux. Vous voulez des travailleurs désarmés. Vous voulez en chemise la corde au cou. Vous avez voté, je l'ai dit, pour la loi de programmation militaire. Vous trouvez qu'elle ne va pas assez loin. Vous demandez 5% du produit intérieur brut pour l'armée. Vous êtes pour l'intégration européenne, et l'intégration d'abord militaire, et vous avez même ajouté la police. Vous êtes pour un État policier sous l'égide de l'étranger. La France, vous faites semblant de célébrer Jeanne d'Arc, vous êtes contre le drapeau tricolore, vous êtes contre la France. Voilà la vérité. Ce que j'avance, vous pouvez le vérifier, c'est dans vos livres. Alors je comprends dans ces conditions que vous n'êtes pas bavard sur votre politique. Oui, Monsieur Le Pen. C'est les caricatures du crocodile, ça. Donc, c'est la vérité. Pas, vous avez de bonnes lectures. Oui. Alors, la présentation de votre politique. N'est-ce pas, on ne fait pas de grande part dans les petits gâteaux. C'est ce que ne sait pas Monsieur Lajoigny. Et que la dégradation de l'économie française ne peut déboucher que sur un chômage et une misère supplémentaire. Et il faut être M. Rocard pour penser que la situation sociale actuelle n'est caractérisée que par la gêne, alors qu'il y a en effet 600 000 familles qui touchent moins de 25 francs par jour et par tête. Si je comprends bien, c'est au moins un point sur lequel vous êtes tous les deux d'accord, c'est la dégradation de l'économie française.
Ah ben évidemment, tout le monde sait qu'il y a près de plus de 3 millions de chômeurs. Ça, sauf M. Rocard. Sauf M. Rocard qui ne le sait pas. Mais en effet, on peut quelquefois se trouver d'accord sur l'heure, par exemple. Ça, bon. Mais on est en total désaccord. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, contre le... Vous n'êtes même pas d'accord sur... Vous êtes à l'heure de Moscou, vous, et moi à l'heure de Paris. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire, donc, par exemple, contre le chômage? Les communistes ont fait, avec les socialistes, je l'ai dit, 900 000 chômeurs de plus en 3 ans. Ils sont donc incapables, impuissants à résoudre ce problème. Nous proposons, nous, des solutions concrètes. D'abord, des solutions d'urgence, qui consistent à réserver le travail aux Français, à renvoyer dans leur pays d'origine les 500 000 chômeurs qui ont plus étrangers, qui sont chômeurs depuis plus d'1 an, parce que les traités européens nous autorisent à les renvoyer au bout de 3 mois. Et c'est normal, ils sont venus chez nous chercher du travail, ils n'en ont plus, il est anormal qu'ils vivent au crochet des travailleurs français. Il est anormal qu'on les ait laissés faire venir leur famille ici et qu'on leur fournisse gratuitement, mais au détriment des travailleurs français, les crèches, l'école gratuite, les hôpitaux, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur les chiffres, n'est-ce pas? Et M. Lajoigny sait bien que c'est ce qui lui est reproché par les travailleurs et que c'est la raison pour laquelle il ne vote plus, ou de moins en moins nombreux, pour le Parti communiste. Il y aurait une politique familiale à faire qui, contre le chômage, rendrait immédiatement des résultats. C'est l'attribution d'un revenu maternel qui permettrait aux femmes qui souhaitent rester, s'occuper de leur famille, de le faire, ce qui libérerait autant d'emplois. Et une grande réforme de l'éducation et de l'instruction, car il est pitoyable que le système auquel ont participé les communistes eux-mêmes aboutisse à ce qui est en France plus d'analphabètes qu'il y en avait au début du siècle. Parce que nos jeunes travailleurs sont mal formés, parce que l'enseignement technique français est d'une qualité médiocre, et parce qu'on ne tient pas compte, ce qui est fondamental, de la nécessité pour créer des emplois, d'avoir une économie qui marche, c'est-à-dire des entreprises qui se créent. Et la vérité sur la libération de la création des entreprises, c'est de permettre aux gens de créer des entreprises, de répondre aux besoins et aux goûts du public, et de ne pas écraser ces entreprises sous le poids des charges et des impôts, avec un taux de 45% de prélèvements obligatoires, le plus élevé des pays occidentaux. Nous ne sommes pas dans la possibilité d'aller vers une politique d'emploi et d'expansion économique. Ce sont ceux qui ont provoqué l'aggravation de ces taux, et parmi lesquels les communistes, qui sont responsables de la situation actuelle. André Lajoigny. Je constate que cet exposé est centré sur une idée force, ségrégation. Ségrégation. Autrement dit, dans la même usine, vous voulez que le travailleur immigré soit désavantagé. Mais nous, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la base de notre bataille. Si on désavantage le travailleur immigré, le patronat va en profiter pour désavantager, pour surexploiter l'ouvrier français. Voilà la base de la solidarité qui est la nôtre, pour faire que l'ouvrier immigré qui est ici soit respecté comme un ouvrier à part entière. Si on ne le respecte pas comme un ouvrier à part entière, on va surexploiter le travailleur français. Et vous, c'est ça votre politique. C'est une politique finalement d'exclusion, une politique d'affrontement, une politique de guerre civile, une politique de haine que vous voulez semer dans la société française. Ce n'est pas notre ligne. Notre ligne, c'est la justice. Notre ligne, c'est la liberté. Liberté pour individuelle et collective, et notamment vis-à-vis des militants syndicaux que vous vilipendiez et qui sont l'honneur de la classe ouvrière. Liberté de la France qui ne doit pas être soumise à une puissance capitaliste ou un groupe de puissances capitalistes étrangers. Non, la France doit être libre, souveraine. Elle doit avoir des coopérations avec tous les pays, mais une coopération librement consentie, car une coopération qui vous est imposée est toujours une coopération qui se fait contre les intérêts du peuple. Voilà notre politique, et une politique de paix, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui nous est promis, c'est la liberté de l'Europe de l'Est, en quelque sorte. Je vous propose que et le niveau de vie de l'Europe de l'Est. Monsieur Le Pen, je vous propose que nous marquions la dernière pause de publicité, après quoi nous nous retrouverons pour évoquer sans doute un certain nombre de problèmes politiques, dont la position que vous prenez l'un et l'autre après le premier tour des élections présidentielles. Alors, Monsieur Lajoigny, Monsieur Jean-Marie Le Pen, dans quelques semaines, dans quelques mois plus exactement, après le premier tour des élections présidentielles, en fonction de vos scores, et l'un et l'autre, vous aurez des décisions difficiles à prendre. J'aimerais savoir
quelle sera à l'un et à l'autre votre attitude entre les deux tours des élections présidentielles. Monsieur Lajoigny, vous avez un petit peu de retard, donc c'est à vous de démarrer pour répondre à cette question. D'abord, j'ai exposé tout à l'heure mon programme justice, liberté, paix. En votant pour moi, se rassemblant sur mon nom, les Françaises et les Français exprimeront une exigence. C'est que l'élection présidentielle change quelque chose dans le bon sens. Fasse mentir les prophètes de malheur qui disent « ça ne doit rien changer ». Drôle d'attitude vis-à-vis du suffrage universel. Voilà ce qui va changer. Le rassemblement autour du candidat communiste qui propose autre chose. Pas des solutions de haine comme Le Pen, des solutions raisonnables, des solutions de progrès. Évidemment, le Parti communiste est un parti responsable. Après le premier tour, nous prendrons position. Nous avons avancé des principes. Ces principes sont simples. Nous prendrons position en fonction de notre programme, de telle sorte que notre décision favorisera ces propositions de notre programme, ou tout au moins leur créera le moins d'obstacles possible. C'est clair, nous ne pouvons pas, évidemment, décider aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen. Je pense que je ne poserai pas de problème à M. Lajoigny parce qu'il ne se désistera pas pour moi. Il y a peu de chance. Et comme il n'y a aucune chance qu'il franchisse même la barre des 5%, par conséquent, je n'aurai pas ce problème-là à me poser. J'ai dit qu'il fallait... j'ai dit aux autres leaders de la majorité qu'il fallait battre la gauche aux élections. Il ne fallait pas recommencer la triste expérience de 81 à 86. Il fallait faire cette économie à la France. Et j'espère que chacun comprendra vis-à-vis des électeurs ce qu'il faut dire et faire. Mais ce sont les électeurs qui sont les maîtres. C'est eux qui décideront. Car la politique du Front National et la mienne, c'est de rendre la parole au peuple. De telle manière qu'il prenne lui-même son destin en main. Par-dessus la tête des apparatchiks de tous les partis, par-dessus la tête des lobbies, par-dessus la tête des groupes de pression qui aujourd'hui font la politique française dans la bande des quatre, aussi bien à gauche qu'à droite, il faut bien le dire. Alors, nous approchons de la fin de ce débat, mais avant de vous demander à l'un et à l'autre de conclure, je voudrais encore vous poser une question. Vous avez lu que le président de la République, dans une interview accordée au journal Le Point, critiquait très fortement la CNCL et la télévision. J'aimerais connaître votre avis à l'un et à l'autre, et également, si vous étiez aux affaires, quelles seraient les réformes ou les non-réformes que vous feriez sur l'audiovisuel. Nous, c'est simple, nous avons créé un comité de lutte pour la vérité et le pluralisme à la radio et à la télévision. Et nous l'avons fait parce que, avant le 16 mars 1986, comme après le 16 mars 1986, nous avons constaté que ce pluralisme, cette vérité, n'était pas respectée comme elle devrait l'être. Alors nous attendons à la fois des chaînes de télévision et de radio, aussi bien que hier la haute autorité qu'aujourd'hui la CNCL, que les uns et les autres œuvrent pour appliquer le pluralisme et la vérité. Nous ne demandons pas de propagande pour le Parti communiste, nous demandons la vérité et le pluralisme à la télévision. Monsieur Le Pen. J'ai beaucoup de raisons de me plaindre de l'attitude d'un certain nombre de médias à mon égard, mais je crois au mérite de la concurrence et j'espère que celle-ci obligera les médias, de quelque technique qu'ils soient, à tenir compte du fait que nous sommes quelques millions et que nous sommes prêts à faire respecter la vérité par ceux qui sont chargés de l'information. Il y aurait beaucoup trop à dire, ce débat est trop court. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Lajoigny ? Bon, alors, je vous propose que nous concluons ce débat. L'un et l'autre, vous avez, avant le débat, vous, monsieur Lajoigny, exprimé le propos selon lequel vous souhaitiez démasquer Jean-Marie Le Pen. Je vous ai entendu dire, Jean-Marie Le Pen, que vous comptiez abattre André Lajoigny. Eh bien, à la fin de ce débat, ou de ce combat, comme vous l'avez dit, j'aimerais savoir ce que l'un et l'autre, vous pensez avoir réalisé votre propos. Alors, c'est monsieur Le Pen qui va conclure. Non, oui, c'est ça. Donc, c'est monsieur André Lajoigny. Oui, c'est ça. Nous arrivons à la fin du débat. Eh bien, c'est moi qui commence, qui parle c'est vous qui parlez. Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, c'est monsieur Lajoigny qui a je n'ai commencé. jamais dit que je voulais abattre Le Pen. C'est une idée meurtrière qui n'est pas dans ma philosophie. J'ai dit démasquer. J'ai voulu le combattre et le démasquer. Et je crois que, dans le temps relativement court d'une émission, j'y ai en partie contribué. Tout à l'heure, M. Le Pen faisait du centre de sa propagande la chasse aux immigrés. Eh bien, j'ai là deux affiches.
une affiche d'Hitler disant 500 000 chômeurs, 400 000 juifs, la solution est simple, et l'affiche de son parti d'extrême droite qui dit 3 millions de chômeurs, la solution est simple. Eh bien, j'ai montré la filiation, elle est confirmée par les déclarations scandaleuses de Le Pen. Voilà pourquoi, ce soir, je me suis fait un devoir de venir affronter Le Pen. Je ne l'ai pas fait avec plaisir, j'aurais préféré discuter avec des gens beaucoup plus agréables que lui, beaucoup plus sympathiques, mais je l'ai fait parce que c'était mon devoir. Et je voudrais lancer 2 appels en conclusion. Un appel à celles et à ceux que je ne considère pas comme des gens incitateurs au racisme, à l'antisémitisme, ni de sympathie pour le nazisme ou le fascisme, et qui se laissent tromper par l'extrême droite de Le Pen. À cela, je leur dis, réfléchissez. Vous suivez un mauvais berger. C'est contre vos intérêts. Oh, vous avez beaucoup de problèmes, vous subissez la crise, c'est vrai. Mais ce n'est pas en suivant des incitateurs à la haine que vous trouverez des solutions, c'est en vous unissant avec les communistes, avec les socialistes, dans l'action, pour trouver des solutions à vos problèmes tout de suite, et les communistes sont avec vous. Je voudrais lancer un 2e appel aux maires de France, aux élus qui sont habilités à parrainer les candidats. Je respecte vos opinions, la diversité de vos opinions. Je respecte votre droit à choisir le candidat qui vous agrée. Mais là, je vous lance un appel. Il faut empêcher Le Pen de parler. Si vous signez pour Le Pen, il est dangereux. Vous allez insulter les victimes du nazisme de votre commune, ceux qui sont inscrits sur le monument aux morts. Vous allez signer pour la honte. La honte rejaillira sur vous. Je relance cet appel, que vous y réfléchissez, car je crois que ce n'est pas la même chose quand on signe pour quelqu'un qui ose minimiser, excuser le génocide nazi, que pour un autre candidat. Jean-Marie Le Pen. Le nom de Le Pen est sur le monument aux morts de la Trinité-sur-Mer, alors que celui de Georges Marchais n'a jamais été que sur les feuilles de paye de l'usine Bismarck à Augsbourg. Je ne laisse pas voilà, mais écoutez, laissez-moi parler. Georges Marchais est un ouvrier. Laissez-moi parler. Comme les 600 000, vous l'insultez comme vous insultez les 600 000 autres. Est-ce que je puis parler? J'ai bien dit, et je répète, puisque vous m'obligez à le faire, que le nom de Le Pen est sur le monument aux morts, c'est celui de mon père, de la Trinité-sur-Mer. Celui de Georges Marchais n'a jamais été que sur les fiches de paye de Messerschmitt à Augsbourg. Ouvrier voilà, déporté, alors, cessez de... Et puis quoi encore? Cessez. Mais il a perdu les procès qu'il a engagés. Par vos amis les nazis. Il a perdu les procès. Il n'a pas perdu. Alors, moi, je voudrais conclure d'abord sur une photo. Sur un... Vous voyez, voilà les camps de concentration en Union soviétique. Voilà la densité. Le goulag nouveau est arrivé. Vous savez ce qui vous attend. Et c'est ce qui est malheureusement la situation de centaines de millions d'hommes derrière le rideau de fer dans tous les pays communistes. Encore une fois, le communisme est le plus tragique échec politique, le plus sanglant, plus de 100 millions de morts en 70 ans. C'est aussi le plus grand échec économique jamais vécu et la plus grande escroquerie sociale. En effet, en spéculant sur la misère humaine, en spéculant sur l'espoir des travailleurs à une vie meilleure, et en spéculant sur le patriotisme de certaines personnes trompées. En 1945, Monsieur Lajoigny, vous laissez conclure. Vous avez capté pendant un certain temps un certain nombre de voix. Vous êtes en train de revenir d'où vous étiez partis. Et si nous avons fait à un moment donné 10% l'un et l'autre, c'est parce que nous nous sommes croisés. Vous descendez vers le déclin et nous montons vers le succès et la victoire. Nous incarnons une politique française pour des Français. Nous voulons que les Français prennent leur destinée en main et c'est ce qu'ils vont faire aux prochaines élections présidentielles. Alors, monsieur Lajoigny, je ne vous en veux pas particulièrement à vous qui tenez ici la place que devrait tenir Georges Marchais et qu'il n'a pas tenue parce qu'il ne veut pas affronter le poids de sa gestion à la tête du Parti communiste. Bien, messieurs, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter de participer à ce débat devant des millions de téléspectateurs. J'espère qu'il aura contribué à éclairer le jugement de tous ceux qui nous ont regardés ce soir. C'était du moins notre propos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 5 octobre prochain pour la nouvelle émission politique de la 5. La preuve par 5, je recevrai Édouard Balladur, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Bonsoir.